Ganassia, cher Jean-Gabriel, merci de vous être rendu à l'EPITA et d'ouvrir cette semaine recherche et innovation comme grand invité. Ce que je vous propose peut-être, c'est de vous présenter rapidement et surtout de partager avec nous ce qui vous tient le plus à cœur dans cette semaine et dans cette conférence que vous allez donner cet après-midi à nos étudiants. Je suis professeur d'informatique à la faculté des sciences de Sorbonne Université. Je fais des recherches en intelligence artificielle depuis de très nombreuses années. J'ai 2 thèses sur ce qu'on appelait les systèmes à base de connaissances ou les systèmes experts, et puis ensuite sur l'apprentissage machine en 87. Au départ, j'ai une formation d'ingénieur et je me suis intéressé à l'intelligence artificielle parce que ce qui me passionnait, c'était la philo. J'ai fait des études de philosophie en parallèle, et sur cette façon qu'on avait de représenter la connaissance, de réfléchir sur le raisonnement avec des moyens technologiques. Puis ces dernières années, j'ai travaillé à la fois sur les aspects cognitifs liés aux applications de l'intelligence artificielle. J'ai dirigé 2 programmes pour le compte du CNRS et du ministère de la Recherche sur le sujet. Et ensuite, un peu par hasard, j'ai été invité à réfléchir aux questions d'éthique des sciences. Nous pensions que les développements de l'informatique ne touchaient pas le monde, ils restaient abstraits. Puis, bien sûr, progressivement, on s'est rendu compte que ça posait des problèmes, et donc, moi, j'ai lancé un certain nombre de programmes là-dessus. Vous avez évoqué les sujets éthiques, c'est un des sujets, je crois, de votre conférence d'introduction cet après-midi. Et en réfléchissant aux questions que j'avais envie de vous poser, je me suis dit qu'il y en avait 5 qui mériteraient peut-être une conversation. La première est d'ordre technique, la deuxième est d'ordre plus juridique, la troisième est d'ordre politique ou géopolitique, puisque les deux sont souvent très liés. Et la quatrième est anthropologique et s'ouvre à la question même des règles qui seront peut-être nécessaires un jour pour fixer les limites entre les humains et les machines. Mais on reproche souvent aux systèmes d'intelligence artificielle leur manque d'objectivité. On a assisté, c'est assez connu, à des dérapages de différents systèmes censés entretenir des conversations. Et on est assez vite arrivé à la question des biais. Comment percevez-vous ces biais et comment, selon vous, doit-on préparer des jeux de données pour entraîner les systèmes de la manière la plus neutre possible, si tant est que ça soit possible? Alors, cette question des biais s'est posée depuis qu'on utilise l'apprentissage machine de façon quasiment systématique. Alors il faut rappeler, puisque l'EPITA a commencé à travailler très tôt sur l'intelligence artificielle, que les premiers travaux portaient sur des systèmes experts, des systèmes à base de connaissances, où on utilisait pas ou peu d'apprentissage. C'est venu après. Il y a eu, et c'est ce qui a certainement révolutionné l'intelligence artificielle, les travaux sur l'apprentissage machine supervisé. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend des exemples qu'on catégorise et on essaye d'extraire la substantifique moelle de ces exemples. Donc c'est un reflet du savoir humain. Par exemple, moi j'ai fait des exposés chez des dermatologues, on prend des photos de grains de beauté, et puis il y a un dermatologue qui dit « Ah ben tiens, celui-là il est bénin, celui-là il est malin ». Et on en prend beaucoup. Il y a 5 ans, on avait pris 125 000 exemples, et la machine extrait la substantifique moelle de ces exemples, plus exactement de la connaissance médicale dans l'étiquetage des exemples, et à partir de ça, on obtient un système qui fait un diagnostic de la bénignité ou de la malignité du grain de beauté meilleur que 60, on avait comparé avec 60 dermatologues, on obtient donc quelque chose d'extrêmement impressionnant. Mais bien sûr, cela dépend des exemples que l'on donne à la machine. Et si on a des mauvais médecins, on aura un mauvais diagnostic. Il y a une corrélation entre l'application des crèmes solaires et les cancers de la peau. Alors est-ce que ça veut dire que les crèmes solaires donnent les cancers de la peau? Ce n'est pas tout à fait le cas, simplement, si on prend juste les observations, ceux qui mettent des crèmes solaires, en général, vont au soleil. Et donc si vous prenez uniquement les observations que vous constatez, vous allez avoir un biais. Et c'est exactement ce qui se produit avec ce qu'on appelle les grandes masses de données. Le biais est quelque chose d'intrinsèquement lié à la nature de l'apprentissage que l'on développe. Et une machine n'a pas
lieu d'être objective, pourquoi elle serait plus objective qu'un être humain? Et donc, c'est, je crois, ça qu'il faut bien comprendre. Et il y a beaucoup de bêtises qu'on a dit sur les biais dernièrement, en particulier. On dit que des machines sont racistes. Parce que lorsqu'on reconnaît les visages, on reconnaît mieux les mâles blancs que les femmes noires. C'est bien sûr peut-être lié au type d'ensemble d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de femmes noires que d'hommes blancs, mais ça peut être lié à d'autres facteurs, comme le fait que la couleur de la peau, lorsque vous êtes noir, reflète moins la lumière et donc vous reconnaissez moins. Et d'ailleurs, les conséquences ne sont pas dramatiques. Elles sont dramatiques si vous donnez à ce système d'intelligence artificielle une fonction d'automatisation, de reconnaissance, de vérification, etc. Mais le problème, c'est plus l'utilisation que vous allez faire du système expert que le biais dans le système. Quand on parlait de l'objectivité de l'intelligence artificielle, assez vite vient une deuxième question qui est d'ordre juridique, c'est à partir du moment où on s'appuie, si je reprends l'exemple que vous donniez de la détection des grains de beauté bénins, on voit bien que le gros avantage d'un système d'intelligence artificielle, c'est que les machines ne se fatiguent pas. Cette analyse, elle va emporter des décisions de conseiller ou pas des traitements, si on reste dans cet exemple-là. La question devient à ce moment-là, si un humain souhaite contester la décision, souhaite l'opposer, souhaite se plaindre parce qu'il y a une erreur, ou en tout cas faire reconnaître la responsabilité si une erreur ou un préjudice a été observé. Comment est-ce qu'on fait pour rendre la décision contestable, sachant que dans le système juridique tel que je le comprends, vous ne pouvez contester quelque chose qui est expliqué? Vous avez tout à fait raison. Si l'on veut pouvoir utiliser la machine comme partenaire pour qu'elle nous aide à prendre nos décisions et que ce ne soit pas un oracle auquel on soit contraint de se soumettre, il faut qu'on puisse avoir ce qu'on appelle des explications, c'est-à-dire avoir des arguments qui sont contestables éventuellement. Alors, dans le cas des images, c'est intéressant parce que sur le grain de beauté, le dermatologue lui-même ne sait pas exactement. Il a une expérience, il en a vu beaucoup, mais c'est comme la reconnaissance des visages, on ne sait pas pourquoi on reconnaît quelqu'un. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours capable d'expliquer. Mais dans le cas des mélanomes, par exemple, en réalité, c'est une machine qui nous aide. Et elle dit, ah ben tiens, là, il y a probabilité de mélanome. Puis ensuite, on fait une analyse anatomopathologique pour voir si c'est vraiment un mélanome. Et ensuite, on prend en charge. Donc ça, c'est ce que fait le médecin. Ça veut bien dire, d'ailleurs, que la machine ne se substitue pas au médecin. Dans d'autres cas de figure, effectivement, la machine peut donner des recommandations, proposer des décisions. Il faut absolument que le médecin puisse essayer de comprendre quels sont les éléments d'information qui ont été pris en considération pour parvenir à cette conclusion. Parce que dans certains cas, la machine suggère quelque chose qui va être judicieux, dans d'autres cas, il y a erreur. Et c'est pour ça qu'on a déployé depuis un certain nombre d'années cette idée que les machines devraient pouvoir être explicables. Alors qu'est-ce que ça veut dire expliquer? Ça vient de pli carré, plier, c'est déplier les raisonnements, c'est-à-dire être capable de reconstituer une histoire qui se superposerait à la machine, c'est-à-dire une interprétation, donc qui n'est plus à ce moment-là la séquence des éléments, des enchaînements de raisonnement de la machine, mais une reconstitution autre. Et une autre chose qu'on peut faire, c'est essayer de regarder dans les caractéristiques de la personne, si c'est un patient, quels sont les éléments d'information qui ont conduit la machine à cette conclusion. Donc tout ça, ça fait l'objet d'énormément de recherches, mais ce sera vraiment essentiel pour le futur, car dans beaucoup de situations, il ne faut pas que l'on prenne les conclusions de la machine telles quelles, mais qu'elle nous aide à prendre les meilleures décisions possibles. Ce que je retiens de votre explication, c'est que les performances et la puissance de l'apprentissage machine, fort heureusement, ne vont pas dispenser l'apprentissage humain. Un autre domaine dans lequel on s'interroge parfois sur la dimension éthique de l'IA, c'est que ces systèmes, et notamment les systèmes récents, qui sont en quelque sorte des leviers de puissance exceptionnels, sont, comme beaucoup de technologies, des systèmes dont l'application peut être duale, que ce soit pour
résoudre des problèmes pour le bien de tout le monde, ou au contraire accroître une capacité de nuisance. Je sais qu'il y a des discussions et des réflexions au sein même de l'ONU sur le fait de pouvoir s'interdire ou pas d'utiliser de l'intelligence artificielle dans des situations de conflit notamment. Quel est votre regard sur cette dimension plus spécifiquement politique et géopolitique de l'usage de l'intelligence artificielle ? C'est effectivement une question majeure pour les années qui vont venir, car vous avez un certain nombre de très grands acteurs qui ont été capables d'agréger des quantités énormes de données et à partir de ça, et à partir de l'utilisation de techniques d'apprentissage, ils ont une puissance considérable. La puissance des systèmes d'intelligence artificielle dépend de cette immense quantité d'informations. Et donc, les nœuds des systèmes d'information peuvent agréger cette information et à partir de ça, ils ont la capacité de les exploiter. Alors c'est vrai aux États-Unis, parce qu'ils ont un marché qui est celui des États-Unis qui est considérable, plus le marché européen qui est très très grand. C'est vrai en Chine, parce qu'avec 1,3 milliard d'habitants, ils ont énormément d'informations. Et c'est plus difficile en Europe, hein, quoique nous ayons un grand usage d'Internet, parce que les pays sont fragmentés. Et au-delà de ces questions technologiques, il y a aussi puisque vous avez parlé de questions d'éthique, il y a aussi des conceptions morales qui sont très différentes dans les différents pays. La Chine a une vision syncrétique, symbiotique, empiéter sur les libertés individuelles. Les États-Unis ont une vision stratégique, ce qu'on appelle le Cloud Act. C'est un sigle qui désigne le fait que même si les serveurs sont en Europe, les données peuvent être réquisitionnées par le gouvernement américain. Et bien sûr, c'est très 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 inquiétant. L'Europe a assez peu conscience de ça. Et l'Europe a une vision légaliste avec les droits de l'homme qui lui permet de passer au-delà des conflits. Donc on peut dire qu'il y a une géopolitique de la morale, au-delà d'une géopolitique de la technique. Et comment est-ce que vous voyez l'extension de cette politique à un domaine un peu particulier qui devient inévitable lorsqu'il s'agit d'imposer sa volonté par d'autres moyens? Quand on rentre dans le domaine militaire, comment est-ce que les États, selon vous, arrivent à s'entendre ou pas sur l'usage de systèmes d'intelligence artificielle pour, par exemple, décider de déployer des ressources sur le plan tactique sur un théâtre d'opération, voire même décider d'engager des opérations en ayant recours quasiment qu'à des machines et sans intervention humaine? Alors, ce que vous dites là pose plusieurs questions. Il y a ce qu'on appelle les drones autonomes ou les SALA, les systèmes d'armes autonomes, sur lesquels on a eu beaucoup d'inquiétudes, mais qui, lorsqu'on regarde de près, n'ont pas de réalité tangible. En revanche, il y a ce qu'on appelle les drones, c'est-à-dire des outils télécommandés qui posent tout un tas de problèmes juridiques sur l'engagement, etc. Et puis, il y a d'autres usages de l'intelligence artificielle. On a des acteurs privés qui deviennent plus puissants que les États et qui peuvent jouer un rôle plus important. Je vais vous donner un exemple précis pour que vous compreniez bien. Lors de la guerre en Ukraine, un grand acteur américain, Clearview, a mis à disposition des Ukrainiens les technologies qu'ils développaient, et en particulier de la reconnaissance faciale. Ils disent on va pouvoir identifier les espions russes automatiquement. Et puis, une fois qu'on a arrêté quelqu'un, on va pouvoir diffuser l'information sur son arrestation de façon à un peu l'humilier sur les réseaux sociaux. Et puis, quand on trouve des soldats morts, on peut les identifier et là encore, diffuser l'information à sa famille et à ses amis pour atteindre le moral des Russes. La société qui fait ça, c'est une société qui s'appelle Clearview, qui s'est montée en 2017 et qui disposait de 3 milliards d'images, qui en 2020 disposait de 10 milliards d'images et qui prétend à la fin de l'année disposer de 100 milliards d'images. Vous voyez, ce sont des nouvelles façons de faire la guerre avec de nouveaux outils qui sont tout à fait déconcertants et qui posent des problématiques majeures. Il y a des instances supranationales dans lesquelles ces sujets-là sont débattus et sont
sont couverts, réfléchis, travaillés par les représentants de chacun de ces États, c'est-à-dire les politiques? Alors, il y a beaucoup d'instances supranationales qui ont décidé d'aborder ces questions d'éthique de l'intelligence artificielle. Mais quand on regarde les résultats, ce sont des recommandations sans intérêt, hein, et les vraies questions ne sont pas abordées. Très souvent, par exemple, on a des recommandations extrêmement longues, extrêmement lourdes. Quand on conçoit quelque chose, si on doit penser aux 62 recommandations éthiques, on est sûr que toute l'innovation est coupée, et en même temps, quand on regarde bien, des grands projets comme ceux d'Elon Musk qui sont très choquants, et là, il n'y a aucune recommandation contre ces grands projets industriels. Donc en réalité, tous ces comités d'éthique sont une façon pour les grands acteurs du numérique d'éviter qu'il y ait des lois, et eux-mêmes, bien sûr, veulent être présents dans ces différents comités. Donc il y a effectivement de quoi s'inquiéter fortement. Comment se situe l'intelligence artificielle, où situer la machine dans ce qui nous fait plus spécifiquement humains, et notamment notre capacité d'interagir les uns avec les autres? On voit bien quand on interagit avec quelqu'un, qu'on le connaisse ou qu'on ne le connaisse pas d'ailleurs, nos 5 sens sont mobilisés de manière variable, mais sont toujours mobilisés. Alors que si on regarde la capacité de l'intelligence artificielle à analyser de manière fine, le travail, vous venez de le dire, l'identification par l'image est quasiment résolu, et cela étant, il reste 4 sens sans lesquels il est difficile d'imaginer qu'un humain puisse interagir avec une machine de manière tout aussi fluide. Est-ce que la question de l'éthique en IA, d'abord, se pose de la même manière quand il s'agit d'analyse ou qu'il s'agit de création, et est-ce que d'autre part, cette question ne s'élargit pas finalement à ce qu'avait pressenti Asimov, puisque quand vous couplez le traitement informatique et la matière, vous obtenez des robots, vous atteignez ou pas le graal de l'autonomie de la machine dans sa capacité d'interagir, et donc vous entrez assez vite dans la question frontière des lois qui devraient régir les uns et les autres. Est-ce qu'Asimov est d'actualité encore aujourd'hui ? Alors, vous posez énormément de questions auxquelles je ne vais pas pouvoir répondre en quelques minutes. Lorsque j'ai dit qu'on travaille sur l'éthique computationnelle, c'est-à-dire la modélisation des raisonnements éthiques à l'aide des machines, on essaye de prendre un peu au pied de la lettre les projets d'Asimov pour avoir des dispositifs qui sont en mesure de rajouter des prescriptions aux machines. Vous avez évoqué l'IA générative, et bien sûr, ça pose des questions indéniables. Il se trouve aujourd'hui, par exemple, que vous avez des dispositifs qui sont capables, avec des gros modèles de langage, de générer des textes. Et ce que j'ai appris, et ça c'est ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'une grande partie des articles scientifiques aujourd'hui, soumis par des chercheurs, sont écrits par ce qu'on appelle des usines à papier, paper mills en anglais, qui génèrent automatiquement les textes. Tout ça sont des questions importantes. De même sur l'œuvre artistique, c'est bien sûr celui qui a programmé la machine qui lui-même est l'auteur de l'œuvre d'art, même s'il n'a pas peint lui-même le tableau, c'est l'auteur de l'œuvre d'art. D'abord, il y a le fait que la machine a été programmée à l'aide d'énormément de tableaux, etc. Et donc c'est ça aussi qui fait partie de l'œuvre artistique. Et puis peut-être qu'il y a aussi le fait que ce soit une machine programmée, et donc que ça ait joué. Le processus de création intervient dans l'aspect esthétique de l'œuvre d'art. Dans le livre que j'ai écrit, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'avec le numérique, on a une réécriture des concepts qui sont ceux de la communauté humaine, de la société humaine. Je crois qu'on est effectivement, du point de vue esthétique, passé à une époque différente. C'est non seulement donc le fait que tout le monde ait accès aux œuvres d'art, qui étaient les œuvres d'art que tout le monde vénérait, mais maintenant, il y a ces œuvres d'art qui sont faites à profusion. À quelle date vous attendez-vous à ce que votre prochain doctorant soit une machine? Il se pourrait très bien sûr, qu'un doctorant fasse automatiquement une thèse. Il y a déjà des articles qui sont faits quasiment automatiquement. Je me suis moi-même, donc si vous regardez, c'est une chronique de la recherche qui paraîtra en octobre 2022, à écrire le texte automatiquement. Et comme le sujet, c'était
les générations automatiques de texte, le plagiat et l'intégrité scientifique. Donc j'ai pris comme phrase de départ celle-là. Et ça a généré un texte en anglais. Bien sûr, la question que je me suis posée, c'est est-ce que je suis d'accord avec le texte que j'ai fait rédiger avec la machine? Je n'étais pas tout à fait d'accord d'ailleurs. Une œuvre d'art n'est pas écrite par un individu, et ça rejoint peut-être notre souci, mais elle est le reflet du milieu dans lequel il est, parce que l'individu est imprégné de la littérature de son temps, et il va avoir une tension entre son souhait d'être original, mais en même temps sa fidélité aux maîtres qui l'ont marqué. Et donc ces études sur l'intertextualité, je voudrais regarder si on retrouve des marqueurs qui montrent cette intertextualité entre les textes générés automatiquement par les machines, puis les textes qui ont été utilisés pour entraîner ces gros modèles de langage. Écoutez Jean-Gabriel, merci du temps que vous venez de nous consacrer. Merci de tout ce que vous allez pouvoir partager avec nos étudiants durant toute cette semaine de la recherche et de l'innovation. Et je l'espère à très bientôt pour la lecture de votre article ou de la version machine de cet article.